Alors, aujourd'hui, un petit peu d'analyse, ça va pas faire de mal. On sait qu'il y a un théorème fondamental en analyse qui nous dit que une fonction continue est primitivable, c'est-à-dire, alors primitivable, c'est que, bon, on va prendre sur un intervalle ouvert, I, et f sur I est primitivable s'il existe une primitive, c'est-à-dire s'il existe une fonction grand F sur I, sur l'intervalle ouvert I, tel que grand F' est égal à un petit f, et grand F bien sûr dérivable. Voilà. Alors, ce qu'on sait, et c'est vraiment quelque chose d'important en analyse, même de fondamental, cette relation entre la notion d'intégrale et la notion de primitive, que quand f est continue, alors sur i, alors elle est primitivable sur i parce qu'elle va être intégrable et que on va avoir une primitive en prenant l'intégrale de petit a à x, justement la variable de f de t dt. Bien, alors ce que je vais dire, c'est que ceci est faux. La réciproque est fausse. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Avec le premier contre-exemple, alors après, il y en a de type beaucoup plus raffiné, mais disons que le premier contre-exemple, c'est, on va regarder, d'abord on part de la fonction grand F, qui est donnée par x2 sinus 1 sur x si x est différent de 0, et 0 si x est égal à 0. Je dérive grand F. Alors si x est différent de 0, je vais avoir 2x sinus 1 sur x, et puis là, je vais avoir la dérivée de 1 sur x, ici, qui va s'éliminer avec le x2, en laissant un moins, et on va avoir moins cosinus 1 sur x pour x différent de 0. Et en 0, on revient à la notion de limite, on va avoir la limite de grand F de x moins grand F de 0, donc 0, sur x moins 0, et donc ça veut dire qu'on va avoir ça sur x, et comme ça, sinus est borné, et x tend vers 0, on va avoir une limite nulle pour x égale 0. Donc, je vais appeler petit f de x, cette fonction qui vaut ceci pour x différent de 0, et qui vaut 0 en 0. Là, vous voyez bien que f est primitivable, puisque, sur quoi sur tout R, puisque grand F' est égal à petit f. Donc on vérifie bien le cahier des charges. En revanche, elle n'est pas continue. Alors pourquoi elle n'est pas continue? Si vous regardez cette fonction-là, vous faites tendre x vers 0, là, ça tend vers 0, mais ici, ça n'a pas de limite. Donc ici, on ne va pas avoir que limite de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0. C'est différent de f de 0, donc c'est non continu en 0. Alors après, il y a des contre-exemples un petit peu plus impliqués, avec des fonctions qui sont primitivables et non continues sur un ensemble dense de points, etc. Bon, certainement des fonctions non continues, nulle part. Bon, mais déjà là, on voit bien, on a un contre-exemple, et un contre-exemple en plus classique à bien connaître, que primitivable n'implique pas continu. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin, et je remarque que la somme et la différence de fonctions primitivables est primitivable. Ça, c'est évident, puisque si petit f et petit g sont primitivables, ça veut dire qu'il existe grand F et grand G, respectivement, tel que grand F' égale petit f, grand G' égale petit g, et donc grand F plus grand G, grand F moins grand G, sont des primitives de petit f plus petit g, respectivement, petit f moins petit g. Donc ça, c'est évident. Alors, maintenant, je dis que si je prends la fonction ici, juste celle-là, d'accord, j'enlève ça, et avec 0 ici, d'accord, en 0, d'accord, je prends cette fonction, eh bien, elle est primitivable, puisque cette fonction est continue. Elle est continue pour x différent de 0, c'est facile de voir qu'elle est continue en 0, en prenant une limite, eh bien, cette fonction est continue. Maintenant, je vais prendre cette fonction-là, d'accord, avec moins cosinus 1 sur x et 0, pour x différent de 0 et 0 en 0,
eh bien, elle va être primitivable, puisqu'elle va être somme, voilà, elle va être différence de la fonction petit f qui est primitivable, et cette fonction-là, qui est continue, donc primitivable. Donc ça veut dire que, quitte à multiplier par moins 1, je vais avoir cosinus 1 sur x, la fonction g de x, qui est égale à cosinus 1 sur x pour x différent de 0, et g de 0 égale 0, c'est primitivable. Voilà. Maintenant, on aurait pu ici remplacer sin par cos. Ici, j'aurais cos, ici, j'aurais sin, avec un signe différent, mais bon, voilà. Et ça change rien aux choses. On aurait aussi que la fonction h de x égale sinus 1 sur x et h de 0 égale 0, eh bien, est primitivable aussi. Donc voilà, on est content. On a deux fonctions non continues, évidemment, et primitivables, qu'on va se garder au chaud pour plus tard. Donc, regardons cette fonction sinus 1 sur x, d'accord, ou cosinus 1 sur x, ça se ressemble, avec 0 en 0. Donc voilà, c'est une fonction qui va ressembler à ça. Vous avez f de 0 égale 0, et puis autour, il y a des oscillations. Et on se rend compte que la limite, donc, quand x tend vers 0 de notre fonction n'est pas égale à 0, parce qu'il y a des oscillations constantes, et on peut toujours trouver des écarts entre 1 et moins 1. Mais en revanche, cette fonction-là vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, je dis définition, une fonction va être dite de Darboux si elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires, ou si vous préférez, si l'image d'un intervalle est un intervalle. Voilà. Donc effectivement, cette fonction va vérifier ça. Hein. Vous prenez n'importe quel intervalle. Bon, ici, c'est continu, en R plus étoile et en R moins étoile. Mais dans un intervalle qui entoure 0, ben, l'image de l'intervalle qui entoure 0, c'est toujours moins 1. D'accord ? Fermé. Donc, l'image d'un intervalle est un intervalle. Et ça vérifie le TVI, hein, le théorème des valeurs intermédiaires. Bon. Donc, cette fonction-là, elle va être ce qu'on appelle Darboux. Hein, mais en même temps, elle ne va pas être continue. Voilà, c'est cette subtilité. Faut bien imaginer que avant que l'humanité, disons que la communauté mathématique a dû tâtonner avant de donner la bonne définition de la continuité, mais la définition intuitive de la continuité, c'est que l'image d'un intervalle est un intervalle continu, ça veut dire que justement c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Si on regarde l'image d'un intervalle, on peut toujours couper l'image d'un intervalle, et là où on découpe, on aura un antécédent. C'est ça la première idée de la continuité. Il se trouve qu'ensuite on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée. Mais la première idée de la continuité, c'est Darboux. Bon, maintenant la continuité demande un petit peu plus. Et effectivement, on voit qu'on a des fonctions Darboux, mais qui ne sont pas continues. Alors ça, cette fonction, elle, là, comme ça, en escalier, celle-là, elle est non Darboux, évidemment, parce que l'image d'un intervalle, ici, ça va pas être un intervalle, parce que il va y avoir des tas de points qui ne seront pas atteints, et c'est non continu, évidemment, puisque c'est non Darboux. Alors évidemment aussi, on a continu implique Darboux, puisque une fonction continue, on sait qu'elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires, ou si vous préférez, l'image d'un intervalle est un intervalle. Alors, maintenant, regardez ce qu'on va avoir. Eh bien, on va avoir Darboux n'implique pas continu, voilà le contre-exemple, continu implique Darboux, mais il va y avoir primitivable qui va se mettre strictement entre les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir continu implique primitivable, on sait que primitivable n'implique pas continu, et primitivable implique Darboux, ça c'est ce qu'on va voir, et on va voir aussi que Darboux n'implique pas primitivable. Voilà. Alors, allons-y pour primitivable implique Darboux. On va prendre donc petit f primitivable, et on va montrer qu'elle est Darboux. Donc, on a grand f tel que grand f' égale petit f sur un intervalle ouvert i. On va prendre un intervalle fermé AB dans i.
On peut toujours supposer que f de a est inférieur ou égal à f de b, quitte à changer f en moins f, ce qui ne va rien changer. Et je vais prendre un y entre f de a et f de b dans l'intervalle, et je vais montrer qu'il existe un c tel que f de c égale y. Et dans ce cas-là, notre fonction petit f sera bien Darboux. Alors regardons, je vais appeler d de x l'approche de la dérivée à droite, et g de x l'approche de la dérivée à gauche. C'est-à-dire ici, grand f de x moins f de a sur x moins a pour x différent de a, et d de a égale f de a, par définition. Parce que petit f de a, c'est la dérivée, comme ça, j'ai une fonction qui est continue. Quand x tend vers a, ça va tendre vers la dérivée grand f' de petit a, donc c'est petit f de a. Et là, pareil, à gauche, ici, je définis la fonction g. Alors donc les fonctions d et g sont bien définies sur AB, elles sont continues. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que d de a, donc c'est f de a, d de b, c'est f de b moins f de a sur b moins a, g de a, g de a, vous voyez que c'est grand f de a moins grand f de b sur a moins b, donc quand on multiplie par moins 1 des deux côtés, on retrouve ceci, c'est-à-dire d de b, et g de b égale f de b. Donc, il y a une fonction continue qui va de f de a vers ce machin-là, et une autre fonction continue qui va de ce machin-là vers f de b. Ce qui veut dire que notre y, qui est entre f de a et f de b, sera forcément atteint soit pour la fonction d, soit pour la fonction g. Et, bon, par symétrie du problème, on peut toujours supposer que y est atteint par la fonction d. Ou alors, si vous préférez, ce qu'on va faire pour d, on pourrait le faire aussi pour g. Alors, maintenant, regardez, on a donc un x0 dans l'intervalle AB, tel que d de x0 égale y. Donc maintenant, je peux supposer que x0, ce n'est pas a. Parce que si c'était a, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que y est égal à f de a. Donc là, dans ce cas-là, ce serait évident. Bon. Il n'y aurait qu'à prendre c égale a. Donc là, il n'y aurait rien à faire. Donc, x0, on peut supposer qu'il est différent de petit a. Et on va avoir, regardez, y égale d de x0. Mais d de x0, puisque x0 est différent de a, c'est f de x0 moins f de a sur x moins a. Mais par le théorème des accroissements finis, c'est f' de c, pour un certain c, compris entre a et x0. Et f' de c, c'est petit f de c. Donc on a démontré que petit f était Darboux. Voilà. Ça fait une jolie preuve, relativement classique quand même, à bien connaître. Et maintenant, on va montrer, alors donc pour l'instant on en est où? On a montré que continu impliquait primitivable, primitivable impliquait Darboux, primitivable n'implique pas continu. Maintenant je vais prouver que Darboux n'implique pas primitivable. Alors, regardons cet exemple. On a vu que g de x, qui est défini par cosinus 1 sur x pour x différent de 0, et g de 0 égale 0, est Darboux. Et même chose en remplaçant cosinus par sinus. Donc, je veux trouver une fonction qui est Darboux et qui ne soit pas primitivable. Donc, j'affirme que g carré de x, donc l'application qui a x donne g de x au carré, elle est Darboux, puisque, regardez, x donne g de x, ça envoie un intervalle sur un intervalle. Maintenant, la fonction carré, c'est continu, donc ça envoie un intervalle sur un intervalle. Donc, globalement, ça envoie un intervalle sur un intervalle. Idem pour lui, puisque c'était vrai ici. Je vous rappelle d'ailleurs que là, c'était Darboux. On peut le montrer, on peut le voir parce que ça a cette tête-là, mais on peut le démontrer parce qu'on a vu que c'était primitivable, et donc que primitivable impliquait Darboux. J'ai oublié de le dire, mais quand même ça c'est important. Donc c'est Darboux de deux manières, soit visuellement Darboux, soit alors parce qu'on a vu que c'était des fonctions primitivables comme somme de fonctions primitivables. Bien, maintenant j'affirme
que ces deux fonctions ne peuvent pas être toutes les deux primitivables. Ce qui veut dire qu'il y en a une des deux, au moins, qui est non primitivable, alors qu'elle est Darboux. Alors regardez, si elles étaient toutes les deux primitivables, alors la somme serait primitivable, et la somme de ces deux fonctions, c'est g carré de x plus h carré de x égale 1, d'accord, pour x différent de 0, parce que cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1, ça c'est pour x différent de 0, mais pour 0, ça fait toujours 0, parce que ça fait 0 plus 0. Mais plus, elle ne vérifie pas le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est comme ceci, avec un 0 ici, donc vous avez 1 partout, sauf là, 0. Et là, ça ne vérifie pas le théorème des valeurs intermédiaires. L'image d'un intervalle, ici, n'est pas un intervalle, là c'est l'ensemble 0, 1, dès que l'intervalle de départ contient 0. Alors ça, c'est très embêtant, parce que comme ce n'est pas une fonction Darboux, eh bien, ça ne peut pas être, par la contraposée, une fonction primitivable. Donc on a trouvé une fonction Darboux, soit celle-là, qui n'est pas primitivable. Alors, juste quelques petites remarques. Première remarque, ces fonctions, s'il y en a une qui est primitivable, avec un changement de variable, qui permet d'avoir 1 sur y est égal à pi sur 2 moins 1 sur x, d'accord, et 0 donne 0, voilà. Eh bien, avec ce changement de variable, on voit que s'il y en a une qui est primitivable, l'autre aussi, et inversement. Donc, elles seront ni l'une ni l'autre primitivables. Donc ça, c'est assez facile à voir. Ensuite, une autre marque, c'est que continu est stable par addition, de la somme de deux fonctions continue et continue, c'est stable par carré, donc si une fonction est continue, f au carré est continue. Primitivable, c'est stable par somme, d'accord? La somme de fonctions primitivables est encore une fonction primitivable, mais pas par carré, puisque ici c'était primitivable, et g carré n'est pas primitivable. Donc ça, déjà, c'est instructif. Et Darboux, c'est stable par carré, ça on l'a dit, d'accord? Mais manifestement, c'est pas stable par somme. Parce que ça c'était Darboux, et la somme des deux n'est plus Darboux. Voilà, je trouve ça assez rigolo, d'accord? Et ça donne une bonne idée de pourquoi les réciproques sont fausses. Vous voyez, vous avez maintenant une idée simple, c'est-à-dire que continu, stable par somme et carré, lui, stable par somme, mais pas par carré, et lui, stable par carré, mais pas par somme. Voilà, là maintenant, les choses commencent à s'éclaircir un petit peu sur cette question qu'on s'était posée au départ.